Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Et oui, nous allons toujours parler effectivement du coronavirus avec Agnès Buzyn et sa dernière intervention. Nous allons parler effectivement du 49.3, comment éviter ce 49.3 admirable. Et surtout, nous allons recevoir Jérôme Rivière, qui est député européen, qui est président de la délégation française du groupe Identité et Démocratie. Il est du Rassemblement National et on va parler évidemment de la Turquie, de la Grèce et de la grande réunion des conservateurs qui a eu lieu à Washington. À tout de suite. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Les perles du jour. Savez-vous planter les choux à la mode, savez-vous planter les choux à la mode de chez nous? Et maintenant, c'est savez-vous planter les masques à la mode, savez-vous planter les gants à la mode de chez nous? Eh bien, Agnès Buzyn, le ministre de la Santé que le monde nous a envié et qui est parti pour conquérir Paris, eh bien, elle a parlé de justement, qu'est-ce qu'il faudrait faire, hein? Le docteur Marty vient de nous en parler, mais Agnès Buzyn en a parlé à sa manière. Voici ce qu'elle a dit. Je me suis posé la question, hier matin, j'étais beaucoup sur les marchés. Quand les gens ne me serrent pas la main spontanément, je ne la serre pas. Et quand les gens me la serrent, alors je suis obligée de dire... Vous savez, on ne serre plus les mains. Alors je la serre encore. C'est aussi votre rôle. Mais je pense que dans la semaine qui vient, les habitudes vont être prises. Je pense que à la fin de la semaine, les Parisiennes et les Parisiens auront pris l'habitude de ne plus serrer la main, de se taper le coude ou se taper le pied et de se sourire. Voilà. Ça, ce sera déjà pas mal. J'adore l'art d'être français, la vie parisienne. Voilà la vie parisienne. On va se taper sur le coude, on va se taper sur le pied, allez, on se tape sur le pied. D'ailleurs, l'OMS avait dit que c'est beaucoup plus grave que de se serrer la main que de se faire une fellation. Vous voyez, c'est vraiment l'OMS qui le dit. Donc voilà, je donne des repères aux éditeurs de Sud Radio. En tout cas, vous vous tapez le coude et le pied, pas question d'embrassade. Pas question de se serrer la main, hein. Attention. Et puis on vient de parler d'Agnès Buzyn, on va parler de Castagnès, ce village grec qui est en proie à des affrontements entre la police grecque et la police turque, suite à l'afflux volontaire et désiré de migrants par Recep Erdogan. Et donc on va en parler tout de suite avec l'invité d'André Berkoff, Jérôme Rivière, député européen du Rassemblement National et président de la délégation française du groupe Identité mais avant, il y a et Démocratie. Il y a la huée, cher Augustin. Donc nous allons mettre la huée et tout de suite après ce sera Jérôme Rivière. Allons-y. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Ah, qu'il est bon le temps de la retraite, disent les retraités avec un air enjoué. Eh oui, il est tellement bon le temps de la retraite, effectivement. Mais alors c'est très intéressant le gouvernement qui nous dirige. Simplement une chose, vous savez je rappelle qu'il a la majorité absolue à l'Assemblée nationale, mais il a décidé, là c'était une réunion sur le coronavirus, eh bien ça a switché, voilà, c'est comme le virus, ça a muté la réunion, et puis ils se sont dit on va appliquer le 49.3. Vous savez que le 49.3, ça permet de prendre effectivement des lois sans passer par le vote de l'Assemblée nationale. Alors voilà, le 49.3 c'est très bien, mais il me souvient qu'il y a exactement 4 ans, sur l'antenne du Sud Radio et avec la chaîne parlementaire à l'époque, LCP, eh bien le même Édouard Philippe, qui n'était pas encore Premier ministre, certes, a tenu ses propos. Le 49.3, ça n'a jamais été une arme destinée à museler l'opposition. C'est une arme destinée à museler la majorité. C'est quand le gouvernement n'a pas de majorité à l'Assemblée, quand il n'est pas sûr de faire adopter un texte par l'Assemblée, qu'il utilise le 49.3. Mais alors je ne comprends pas. Édouard Philippe, au témoin d'un doute, vous n'avez pas la majorité à l'Assemblée? Vous doutez de votre majorité? C'est pas possible. Vous avez une majorité de soldats, de fantassins fidèles et qui vous suit jusqu'à la mort. Non, ce n'est pas possible. Ça a dû fourcher, je ne sais pas, il y a dû avoir quelque chose, mais voilà, le 49.3 est là. Évidemment, ça va améliorer la situation. On va le suivre. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et tout de suite, c'est l'heure de l'invité d'André Berkoff, Jérôme Rivière, député européen du Rassemblement National. Et dans cette actualité européenne, et notamment avec le climat lancé par Erdogan, on va parler d'Europe. Et est-ce que la France, par exemple, doit rester en Europe? On parle beaucoup de Frexit, mais le Rassemblement National en tient un bon sujet aussi là-dessus. Il est président de la délégation française du groupe Identité et Démocratie. Alors Jérôme Rivière, c'est vrai que l'actualité est devenue très chaude. Je ne parle même pas du coronavirus, mais je parle de ce qui se passe en Grèce. Juste un mot par rapport à ça, on en a parlé au début de l'émission. Actuellement, l'Europe doit-elle soutenir la Grèce
qui est là où elle doit se tenir coite, si je peux me permettre, sachant que, par ailleurs, la Turquie fait partie de l'OTAN. André Berkoff, il y a un moment où il faut dire les choses. On a été totalement naïf depuis des années, enfin pas le Rassemblement National, pas le Front National, pas un certain nombre d'entre nous quand j'étais à l'UMP qui dénoncions. Oui, pas seulement. Il y a beaucoup de gens qui ne faisaient pas seulement le RN. Mais peu dans les partis politiques ont été jusqu'au bout et ont mis des votes en conséquence. En décembre 97, souvenons-nous quand même, en décembre 97, Erdogan, maire d'Istanbul, parle des minarets qui sont des baïonnettes, des mosquées qui sont des casernes et les croyants qui sont les soldats. Il nous explique déjà il y a 23 ans quel est son plan pour la Turquie et l'Union européenne. En mars 2017, sur Twitter, il appelle les Turcs vivant dans l'Union européenne à faire au moins 5 enfants parce qu'il faut prendre une revanche. La lâcheté de l'Occident, elle est terrible, mais elle est récurrente. Ça me fait un peu penser à 1938. Il nous a expliqué ce qu'il allait faire. Ça fait maintenant 23 ans qu'il nous menace. Ça fait 23 ans qu'on le paye. Cette année, on a encore versé près de 8 milliards d'euros. Entre les fonds. C'est pas 6 milliards en tout, non, 4 milliards de préadhésion et 3 milliards pour gérer les migrants. 2019. Ouais. 2020, on n'a pas encore versé. Donc c'est des sommes considérables. On a une sorte de syndrome de Stockholm. Ce dictateur, ce personnage totalitaire est en train de mener 2 guerres. Aujourd'hui, il a mené une guerre d'invasion sur son flanc sud en Syrie. Et aujourd'hui, avec des moyens différents, mais qui sont tout aussi violents, il est en train de mener une guerre à l'Union européenne en envoyant des dizaines, voire des centaines de milliers de migrants sur la frontière grecque pour rentrer dans l'Union européenne, avec où on l'a vu, des dessins indiquant aux migrants comment se rendre, par quelle voie et quels moyens se rendre. Et puis les autobus gratuits, etc. Exactement. Et quand on regarde les images, contrairement à ce que disent plein de vos confrères, il y a très peu de femmes et très peu d'enfants. Ce sont massivement des hommes qui sont en train de venir. Et donc le plan d'Erdogan, il est transparent, il est clair, il nous l'a expliqué. Il veut prendre une revanche. Et alors on a vu les Grecs, ils n'en peuvent plus, visiblement. Ils se portent, d'ailleurs l'armée grecque s'est portée aux frontières, et notamment à l'île de Lesbos et compagnie. Comment ça peut générer, que doit faire l'Europe selon vous, et comment ça peut dégénérer? Mais si vous voulez, on a renoncé à avoir des frontières intérieures. Moi, je suis très inquiet parce que dans le cadre de Schengen aujourd'hui, on est totalement ouvert. On est plus capable de protéger nos frontières, puisqu'on l'a vu, en plus, nos dirigeants manquent totalement de vision et de capacité à les rétablir. On nous a expliqué pendant très longtemps qu'on avait Frontex, cette opération qui permettait de protéger les frontières extérieures de l'Europe. Donc aujourd'hui, il faut absolument proposer à nos alliés grecs des moyens, mais y compris des moyens militaires, pour se porter à cette frontière extérieure et empêcher les migrants de rentrer. Il n'est pas imaginable qu'on puisse accepter cette invasion, cette submersion, cette nouvelle étape de submersion. Et donc, nous devons faire des propositions en ce sens-là. Et il faut qu'il y ait une réaction européenne. Vous savez, on entend régulièrement parler de l'Europe de la défense. J'y crois pas une seconde, et je pense que la défense, c'est avant tout une question de souveraineté, donc c'est un sujet national. Mais les tenants de cette Europe de la défense, aujourd'hui, on ne les entend pas. Où sont-ils ? Que font-ils des propositions pour venir soutenir les Grecs ? Les Grecs sont dans une immense difficulté, comme l'avaient été les Italiens pendant un moment, et régulièrement, on ne fait pas preuve de solidarité. On savait vu ce qui s'est passé à Lampedusa et ailleurs. C'est la même chose puissance 10. La même chose puissance 10. Et on ne fait jamais preuve de solidarité. En fait, l'Union européenne a une politique qui est volontairement de frontières ouvertes, et qui est une politique d'immigration massive. Alors Jérôme Rivière, ça nous amène, vous êtes député européen, à quoi ça sert d'être député européen si on peut rien faire? À quoi ça sert? D'ailleurs, le Front National, à l'époque, était contre l'Union européenne, en tout cas telle qu'elle existait, contre la bureaucratie, contre cet État européen. Mais franchement, moi, la question que je vous pose, c'est à quoi ça sert si on ne peut rien faire? Vous dites, il n'y a pas d'Europe de la défense, il n'y a pas d'initiative. Quel rôle pouvez-vous jouer alors dans ces cas-là? Il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire. D'abord, elle existe aujourd'hui, l'Union européenne. Et donc, quand vous voulez modifier une institution, il faut rentrer dedans pour la modifier. Elle ne va pas s'effondrer de l'extérieur d'elle-même, si on n'est pas à l'intérieur. Donc pour vous êtes bousculer contre le les Frexit, choses. pardon, vous êtes contre le Frexit. C'est pas une question. Je pense que moi, je veux retourner, en gros, après 92, lorsqu'on avait la communauté européenne. C'était un système qui fonctionnait bien. Avant Maastricht. Ça a enrichi nos pays. On a pu faire du commerce les uns avec les autres, et les pays gardaient leur souveraineté, que ce soit en matière d'affaires étrangères, en matière de défense, en matière de frontières. C'est 92 qui a tout renversé. On a donné les pouvoirs à une commission, à des gens non élus, qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas, qui n'ont aucune légitimité, et qui ont un projet mondialiste et immigrationniste. Donc c'est ça sur quoi il faut revenir. Et de l'intérieur,
l'intérieur, on arrive à faire bouger des choses. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, vous avez sur les réseaux sociaux un peu partout des députés LR, les Républicains, qui s'expriment en disant « Oh là là, c'est pas bien ce que fait Erdogan ». Quand on les entend parler, on pourrait croire qu'ils pensent comme nous. La réalité, c'est que lors du vote du dernier budget, ils ont voté pour les crédits pour la Turquie. Donc ça permet de montrer que ces gens-là sont en fait des menteurs. À Paris, à Marseille, à Nice, à Perpignan, à Toulouse, sur les estrades, ils vont tenir un discours. À Bruxelles, là où ça compte quand ils votent, ils votent les crédits pour la Turquie. Donc c'est là, il faut les mettre au pied du mur. Et je crois que tout doucement, les choses bougent. Vous savez, l'Europe s'est faite de plusieurs groupes. Et vous avez un groupe du PPE, qui est celui dans lequel se trouvent les LR, un peu la droite molle. À l'intérieur de cette droite molle, vous avez des partis qui sont un peu plus solides. Le parti en Hongrie de Orban. Et Orban les bouscule. Et donc, à un moment ou à un autre, ce PPE finira par se disloquer et nous remporterons un jour une majorité qui nous permettra de modifier profondément. Qui votera verra. On continue après ceci. Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et on continue le face-à-face avec Jérôme Rivière, député européen, Rassemblement National. Jérôme Rivière, on parlait effectivement de la situation qui est assez explosive entre effectivement Turquie, la frontière grecque, ce que peut faire et ce que doit faire l'Europe, vous en avez parlé. Mais il y a aussi l'autre volet, c'est l'OTAN. La Turquie fait partie de l'OTAN, nous aussi. Et qu'est-ce qui se passe si jamais la Turquie demande la solidarité de l'OTAN, l'article 5, dont on a parlé hors antenne, qui demande à chaque pays d'intervenir en fonction d'un de ses membres menacés? C'est l'une des raisons pour laquelle, avec le Rassemblement National, nous demandons à ce que la France quitte le commandement militaire intégré. Revenir là aussi à la situation d'avant Nicolas Sarkozy. Voilà, mais c'est Sarkozy. Faut quand même le dire. Sarkozy nous a mis dans un pétrin. C'est le pétrin absolu. J'avais qu'un mot grossier qui me venait en tête. Mais en nous mettant il a mis nos militaires français sous l'autorité du commandement militaire intégré de l'OTAN, c'est-à-dire sous l'autorité des Américains. D'accord ? Aujourd'hui, la position normale de la France, c'est une position d'équilibre entre les États-Unis et la Russie. Et là, dans le cadre de l'OTAN, si Erdogan, comme il a commencé à l'évoquer, si demain il demande l'application de l'article 5, c'est-à-dire il demande une solidarité parce qu'il se sent attaqué et menacé, normalement, mécaniquement, on est censé répondre. Alors on ne connaît pas bien la gradation de la réponse, mais on est censé répondre. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver entraîné dans une guerre en Syrie, qui n'est pas une guerre, où clairement Erdogan est du mauvais côté. Rappelons quand même que Erdogan soutient aujourd'hui les terroristes d'Al-Qaïda. À Idlib, ils se battent avec Daesh, enfin ceux qui restent de Daesh et les autres. Avec les terroristes de Daesh. Donc ça m'étonnerait que Trump marche à fond là-dessus avec Erdogan. Tout est possible. Non, mais ça signifiera, mais ce qu'on a constaté, et Macron fait des constats mais n'en tire aucune conséquence, l'OTAN n'existe plus, la mort cérébrale qu'il a constatée, elle est d'autant plus réelle, mais ce qu'il faut, c'est en tirer les conséquences. Quand on constate qu'une organisation qui coûte cher, qui complique la vie des militaires français, ne fonctionne plus, on en tire les conséquences. On sort du commandement militaire intégré et on retourne à la situation qui prévalait avant Sarkozy. Alors, Jérôme Rivière, je voudrais vous interroger aussi, c'est aux députés européens et aux citoyens français, avec ce coronavirus qui, hélas, continue ses ravages. Je voudrais juste rappeler quelque chose quand même. Juste aujourd'hui, à l'heure où on parle, bilan mondial de l'épidémie du nouveau coronavirus a dépassé le cap des 3000 morts. Le virus frappe particulièrement les personnes de plus de 60 ans et celles déjà affaiblies par d'autres maladies. Mais ce qui est plus préoccupant, mais il faut le dire, le taux de mortalité semble être de 2 à 3%. Il faut se rappeler que le taux de mortalité de la grippe, parce qu'on dit souvent « Ah, mais c'est pas plus grave qu'une grippe ». Oui, sauf que le taux de mortalité de la grippe, c'est 1 pour 1000. Et pas 2 ou 3 ou 4%. Donc on peut espérer qu'à un moment donné, ça s'enraye, ou que ce soit combattu, ou qu'on trouve un vaccin, tout le monde l'espère. Mais en attendant, il y a eu quelque chose d'étonnant, notamment en France. Vous savez, il y a tous les personnes, y compris les enfants qui revenaient de Chine, ou d'Italie, ou de Thaïlande, ou d'Asie, étaient confinés pour 15 jours, n'allaient pas à l'école, confinés chez eux, examinés, etc. Eh bien, aujourd'hui, hier, très exactement, on l'a dit, écoutez, eu égard à l'avancée du coronavirus et la nouvelle étape, eh bien, ces enfants peuvent retourner à l'école. Je comprends pas. Non, mais je comprends. Je dois vous avouer que je comprends rien aux décisions du gouvernement. J'ai l'impression en plus qu'on est toujours avec au moins 24 heures de retard par rapport à l'ensemble des autres pays dans le traitement qu'on fait des informations qu'on a sur le coronavirus. Je veux dire, il y a d'autres incohérences. On nous explique qu'on peut avoir un match de football, mais derrière, on interdit le lendemain
des manifestations dans des endroits avec plus de 5000 personnes. Le salon du livre est interdit. Le salon du livre est interdit. Oui. En Suisse, c'est 1000 personnes. Vous avez les militaires français qui sont allés de la base de Creil, qui sont allés chercher les Français qui étaient à Wuhan. On en a parlé, oui. Se retrouvent, eux, sans avoir à appliquer une quarantaine. C'est très difficile de comprendre les choses. Les églises, vous avez eu des évêques qui ont demandé à ce qu'il n'y ait pas de messe. Les églises étaient fermées ce week-end. Dans le même temps, les supermarchés étaient ouverts. Comment s'y retrouver? Comment comprendre? Je crois que le gouvernement n'en sait rien. On le voit bien d'ailleurs, Madame Buzyn, qui était en charge de ce dossier, a quitté dans la précipitation ce ministère. On peut se demander si c'était pour aller attaquer la mairie de Paris, pour laquelle elle a peu de chance, ou si parce qu'elle savait que la situation était bien plus compliquée qu'on ne l'imaginait et qu'elle ne voulait pas être celle en gestion de ce dossier. C'est une question. Oui, je pense pas. Je pense que la première hypothèse me paraît quand même la plus vraisemblable. Je pense poser la question. Je pense qu'on peut se poser la question. Et pour ce qui est du coronavirus, derrière, c'est une pandémie, clairement. La médecine aujourd'hui permet de traiter un certain nombre de choses. Donc j'espère, et n'étant pas scientifique, moi je fais confiance aux laboratoires qui nous expliquent qu'à terme, ils vont trouver dans un délai plus ou moins court un vaccin. Ce qu'il faut clairement voir, c'est que ça doit remettre profondément en cause le modèle mondialiste dans lequel la société était engagée. C'est le modèle économique. C'est malheureusement, c'est dans des conditions difficiles que ça nous donne raison, mais le Rassemblement national a toujours clairement expliqué qu'il fallait relocaliser un certain nombre de productions. Et moi, de savoir que 97% de nos productions de médicaments sont faites en Chine, ça m'inquiète terriblement. Et pendant quelque temps, on nous a dit non, attendez, c'est un peu en Chine et un peu en Inde. Eh bien, les Indiens nous ont avoué récemment qu'en fait, pour les principes actifs, ils les avaient eux-mêmes délégués aux Chinois. Donc en fait, c'est la totalité de la production qui est réalisée en Chine. La Chine, la pharmacie du monde. Voilà, mais j'ai une entreprise, je peux vous dire que quand j'ai des sous-traitants, j'en ai au moins 2 ou 3, ne serait-ce que par simple principe de précaution, si jamais j'ai un de mes fournisseurs qui me lâche, que je puisse en avoir un ou deux autres. Là, la réalité, c'est que l'Union européenne, mais les États-Unis ont été aussi ridicules. Et les Obama et Clinton qui ont précédé Trump ont fait cette même politique qui a été de donner en fait les clés de notre système sanitaire aux Chinois. Mais nous, on a été pas mal dans la France vendue à la découpe. Sur l'industrie, sur Alstom, on a sur tout un vendu. certain nombre de choses, voilà. Nous, on a soldé. Ou donné, voilà, soldé. Non, c'est très intéressant. Enfin, c'est effectivement triste que ça se passe dans des circonstances pareilles, qu'on découvre que la mondialisation, elle n'est pas si heureuse que ça. Il y a eu de très bonnes choses, mais il y a eu des choses qui n'étaient pas possibles. Et effectivement, de ce point de vue-là, alors aujourd'hui, franchement, vous êtes dans le groupe Identité et Démocratie du Parlement européen, mais franchement, est-ce qu'il y a, vous êtes là-bas, vous exercez, moi une question personnelle, enfin c'est au député que je m'adresse puisqu'il est en séance, il y participe, est-ce qu'il y a une prise de conscience que des choses vraiment, je ne parle pas de votre parti, en général, est-ce qu'il y a une prise de conscience où on est toujours sur un nuage bureaucratique, où on dit mais non, tout va très bien, Madame la Marquise? De la part des fonctionnaires de la technostructure, non, ils sont aujourd'hui dans une idéologie, on le voit bien, il y a pas la maladie ne s'arrêtera pas en raison de frontières, ça sert à rien de se confiner, donc il y a vraiment une vision, il n'y a aucune volonté d'adresser le problème. Ouais. Derrière, ce qu'on voit, c'est qu'un certain nombre d'élus sont en train de réaliser, notamment ce qu'on évoquait à l'instant, c'est-à-dire le fait de savoir que la quasi-totalité, 97%, c'est la quasi-totalité de nos médicaments sont fabriqués en Chine, ça les inquiète. Ils se rendent bien compte que c'est un problème, y compris pour eux et leur famille. Donc, si vous voulez, c'est quand on commence à être touché à titre personnel qu'on se réveille. Et je crois que c'est le coronavirus, là-dessus, aura permis d'éveiller l'attention de l'ensemble des dirigeants français sur le danger qui est de confier à un pays dont on maîtrise très mal l'organisation sanitaire, même de la Chine, sa propre sécurité sanitaire. Donc, les choses vont sans doute, probablement, un peu bouger. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est être naïf. Moi, je ne crois pas du tout dans la capacité de l'Union européenne à évoluer. Je pense qu'ils n'évolueront que contraints et forcés, et donc il va falloir cogner. C'est simplement parce que nous resterons combatifs, c'est parce que nous continuerons à dénoncer, à pousser, que nous arriverons à les faire bouger. Au lendemain de l'épidémie, croyez-moi, ils relanceront cette politique, qui est une politique d'exportation, de délocalisation, de l'ensemble de nos industries, de migration massive,
migration massive, la politique des frontières ouvertes. Eh bien, écoutez, c'est triste à dire, mais peut-être que le coronavirus, de ce point de vue, sera le commencement de la sagesse et qu'on l'arrête avec ça n'arrive qu'aux autres, parce que c'est ça le pire. Vous l'avez entendu, l'actualité nationale et internationale est bien riche aujourd'hui sur Sud Radio. Alors on a notamment parlé du 49.3 et du retournement de veste d'Édouard Philippe, mais on a aussi parlé du coronavirus, des propos d'Agnès Buzyn qui incitent à se taper les pieds plutôt qu'à se faire la bise, à se serrer la main. Et on a également parlé de la nouvelle manœuvre d'Erdogan qui nous occupe beaucoup, cette nouvelle manœuvre qui aide les migrants à rallier le vieux continent et j'irai même plus loin, qui incite les migrants à rallier le vieux continent. Alors vous avez bien évidemment la parole sur Sud Radio. Vous réagissez au 0826 300 300, ce sera juste après les informations. Et nous restons avec Jérôme Rivière, député européen. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Avec raison, dans tous les états. Vous êtes d'accord, auditeur de Sud Radio. Et là, avec Jérôme Rivière, député européen du Rassemblement National, on attend vos questions. On vous attend, auditeurs. Et justement, en parlant d'auditeurs, nous sommes avec Benoît Dugers. Oui, bonjour Benoît. Bonjour Monsieur Berkoff et bonjour Monsieur Rivière aussi, Front National. Moi j'avais quand même 2-3 remarques à faire. Donc d'abord, Monsieur est député européen, fait partie d'un groupe et j'aurais voulu savoir sur quelle a pu être son influence sur l'année qui est écoulée, puisqu'ils ont a priori gagné les élections en 2019. Ils ont une partie majoritaire avec un groupe le plus fort de France. J'aurais voulu, sur les 880 députés européens, à quelque chose près, j'aurais voulu savoir quelle a pu être bien leur influence sur les résultats. Deuxièmement, le Front National, c'est un peu comme le Rassemblement National, c'est un peu comme la France Insoumise. Ça tape toujours sur l'Europe, mais ça ne veut jamais dire vraiment le nœud du problème. Le nœud du problème, c'est quand même l'unanimité. Il faut l'unanimité des pays pour changer la moindre virgule d'un traité. Et ça, que ce soit le Rassemblement National ou le Front Insoumise, ça soit toujours là-dessus, cet argument-là. Expliquez-moi comment ils vont faire pour convaincre les autres députés, les 800 les autres, qui restent pour convaincre de s'asseoir sur leurs priorités pour nous donner plus à nous. Très bien, Benoît. Ça serait compliqué. Ensuite, allez-y. Il y a le Rassemblement National se dit un opposant, mais pourquoi alors des amendements à l'Assemblée nationale, d'accord, très bien. Pourquoi le Rassemblement national ne peut pas appliquer l'article 68 de la Constitution française, qui mettrait, que les Français demandent d'ailleurs, c'est-à-dire la mise au pied de M. Macron. La mise au pied, vous voulez dire la destitution de M. Macron ? La destitution, l'article 68, que d'ailleurs, monsieur, j'incite tout le monde d'aller voir sur le site de l'UPR. Il y a un dossier très complet qu'a fait M. Asselineau, qui est très bien. Ah, d'accord. Alors écoutez, Jérôme Rivière est là, il va vous répondre. Sur plusieurs choses. D'abord, merci pour ces questions. La première qui concerne le groupe. Nous sommes effectivement le plus gros groupe français avec 23 parlementaires. Le groupe dans lequel nous nous trouvons est composé de 79 députés sur les 704 que compte le Parlement européen. Et donc nous n'avons, même si nous sommes le premier groupe d'opposition, nous n'avons pas la majorité. Mais nous avons pu faire un certain nombre de choses, notamment comme je vous le rappelais tout à l'heure, c'est mettre en exergue les incohérences des autres parlementaires qui viennent expliquer sur les tribunes en France qu'ils vont faire un certain nombre de choses et qu'ils ne le font pas. Et par ailleurs, nous avons été à plusieurs reprises importants dans une majorité, notamment une majorité pour empêcher l'adoption d'une résolution qui demandait à ce que l'Union européenne envoie des bateaux chercher des migrants au plus près des côtes africaines. Donc c'est concret, ça a empêché l'adoption de cette résolution. Pour ce qui concerne votre deuxième question qui était sur la majorité, je vais vous dire, le principe de la majorité, c'est ce qui nous protège aujourd'hui, et je me bats moi régulièrement contre des collègues qui sont notamment les Républicains ou les En Marche. La majorité absolue, l'unanimité, pardon, la règle de l'unanimité. L'unanimité, c'est ça. Aujourd'hui, elle est combattue par les fédéralistes, parce que les fédéralistes que sont les LR et les En Marche veulent absolument que ce soit la règle de la majorité pour pouvoir contraindre des pays comme la France, par exemple, qui refuserait en matière de défense d'alimenter le Fonds européen de défense, par exemple,
de la contraindre à le faire, parce que les autres pays, majoritairement, diraient, si, il faut le faire. Donc cette règle de l'unanimité, elle est importante. Et elle n'empêche pas de faire un certain nombre de choses. Regardez les Britanniques. Les Britanniques, ils ont pris seuls leur décision de faire le Brexit et de quitter l'Union européenne. Donc les peuples, et c'est la considération que nous avons, c'est que le choix des peuples doit primer. Pour ce qui concerne l'aspect d'un Frexit, Brexit, nous, ce que nous considérons, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation très différente de celle des Britanniques, parce que nous sommes à l'intérieur de la zone euro, et qu'aujourd'hui, nous souhaitons, à travers des modifications profondes de l'Union européenne, retourner, comme je le disais tout à l'heure, à la situation qui prévalait avant 1992. Et l'article 68, destitution de Macron. Vous savez, on est dans un pays où on est avec une démocratie qui n'est pas représentative. Vous avez, en gros, à l'occasion des élections législatives, le Rassemblement national qui a fait 25% des voix, et nous avons 1% des parlementaires. Donc tant que nous sommes dans un système, d'ailleurs, que à chaque fois les présidents qui arrivent nous disent on va mettre un peu de proportionnel, on voit bien que derrière ils y renoncent, parce qu'ils ne veulent surtout pas que nous soyons en situation de pouvoir imposer un changement. Et avec 6 parlementaires, aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de faire adopter un texte à l'Assemblée nationale. On va tout ça à suivre. Autre Augustin, quelqu'un d'autre a une question à vous poser, c'est Christophe. Bonjour Christophe. Oui, bonjour à tous, bonjour à Augustin aussi, et à M. Rivière. Alors je précise d'où je parle, je ne suis ni UPR, ni sympathisant du Rassemblement national. Vous êtes un homme libre. J'espère. Alors dites-moi, allez-y, Christophe. Le mot-clé, c'est le mot immunité entre le coronavirus et M. Erdogan. Ouais. La deuxième chose, savoir pour la paix du monde, quel est le plus dangereux, l'alawite ou le sunnite? Quels sont nos vrais amis, les Grecs ou les Turcs? Donc, M. Rivière, il a une bonne partie de la réponse. Il faut envisager d'être plus proche des Russes. Des Russes, et donc des Russes. Parce que, oui. Excusez-moi, monsieur. Allez-y. Si on ne rentre pas dans une diplomatie active avec les Russes, on va tout droit vers Munich. Et vous savez qu'à Munich, ils avaient le choix entre la force, enfin se respecter, ou la guerre. Ils ont choisi de ne pas se respecter. Oui, donc, voilà. Ils ont choisi, comme disait Churchill, le déshonneur, et ils ont eu le déshonneur et la guerre. C'était une phrase célèbre. Et voilà, c'est ce que je voulais indiquer. D'accord. Ok, merci Christophe. À bientôt. Merci. Eh bien, tout de suite, on a un appel qui nous vient de Haute-Garonne, c'est Christiane. Bonjour Christiane. Oui, bonjour Christiane. Équipe, bonjour Monsieur Berkoff et Monsieur Rivière. Bonjour. Ravi de vous entendre et de vous voir à la télé. Voilà, moi je suis mécontente car je ne sais pas de quel côté se tourner, mais pas du côté de l'Europe de toujours. Oui. Car ma fille travaille depuis 15 ans à Roissy, elle est juriste. Oui. Elle porte un uniforme, elle est armée et elle fait du contrôle. Oui. Donc du contrôle sur 12 heures, sachant qu'il faut... Et elle n'a pas de masque. Alors que c'est l'économie et les finances qui commandent bien sagement les douanes. Et alors comment faut-il qu'ils fassent pour avoir leur propre masque? Et pour attendez, si j'ai bien compris, Christiane, votre fille travaille aux douanes, enfin au contrôle douanier, et vous dites qu'aujourd'hui elle n'a pas de masque, c'est ça? Elle est juriste, elle fait du pénal. J'ai compris. Et alors, comment ça se fait-il que dans un endroit où il y a 160 et quelques pôles d'aviation et une densité de population comme ça, qui est Roissy-Charles de Gaulle ou Orly, les douaniers ne sont encore avec des masques? Comment ça se fait-il que l'anticipation n'a pas pu être prise? D'abord parce qu'on a fermé, bien entendu, je sais où se trouvent les fabricants de masques, parce que moi aussi je les ai même commandés dans l'armée quand j'y travaillais, et que ça fait partie des protections dans la HSCT et l'environnement, les gens des personnels. Comment ça se fait que les douaniers, la douane, elle est aussi en plein boom,
autant que les services de santé qui n'en ont pas. Hein. Parce que c'est constant. Bah, c'est écoutez, 12 heures d'affilée comme ça. Oui, Comment ça se fait? Ça se fait que le docteur Marty, vous l'avez expliqué, il a très bien dit, il a dit très exactement qu'on pensait, même lui, vous voyez, de la santé, il est médecin, lui, et il soigne du matin au soir. Il pensait qu'effectivement, les autorités avaient dit qu'elles étaient équipées, qu'il n'y avait aucun problème pour l'équipement, et on constate qu'ils sont en fabrication, et que pour le moment, ça n'a pas été prévu. Mais la réalité, c'est quand même, et Christiane appelle notre attention sur un sujet qui est bien réel, c'est la façon dont la France équipe très mal l'ensemble de ces agents publics, forces de l'ordre, qui ont comme première mission de nous protéger. Alors aujourd'hui, c'est sa fille et les douaniers qui ne disposent pas de masques. Il y a peu de temps, c'était des militaires français qui n'avaient pas les gilets pare-balles de bonne catégorie, et des militaires qui devaient acheter des chaussures eux-mêmes parce que quand ils allaient en Afghanistan, ils n'étaient pas équipés avec des chaussures qui leur permettaient d'effectuer leur mission. Je crois qu'effectivement, on a des gouvernements successifs qui répètent la même politique, qui considèrent que finalement ces gens vont faire leur boulot, vont faire leur devoir, et c'est important de dire qu'il faut des budgets, il faut dégager des budgets pour ces gens-là, parce que c'est notre première sécurité. Ils assurent d'abord la sécurité des Français. Absolument. On parlait de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, et bien on reste dans la capitale avec Luc qui nous appelle de Paris. Bonjour Luc. Oui, bonjour Luc. Bonjour. Déjà, toutes mes félicitations pour vos émissions. Je suis depuis très peu fidèle auditeur de Sud Radio et je m'y trouve très bien. Merci. Écoutez, je voulais intervenir sur quelque chose déjà pour dire à votre invité qui était tout à fait d'accord avec lui sur beaucoup de points. Je voulais dire que j'ai toujours été étonné de la mansuétude que l'on a eue et que l'on a toujours à l'égard de M. Sarkozy. On rappelait qu'il nous a fait rentrer dans l'OTAN, qu'il nous met aujourd'hui entre les mains des Turcs, pardon. Ouais. Et il a durablement déstabilisé l'Afrique avec son incursion en Libye. Oui, la Libye. Voilà, avec l'aide de Bernard-Henri Lévy. Et je trouve hallucinant qu'aujourd'hui, cet homme soit encensé avec le nombre de, passez mon expression, de conneries qu'il a faites. Oui, je rappelle quand même, et pas du tout pour prendre sa défense, qu'il est aussi encore mis en examen et qu'il est encore poursuivi. Il n'en a pas fini avec la justice. Donc, non. Il est peut-être encensé, mais en même temps, voyez. C'est pour des problèmes financiers au regard de la déstabilisation totale de l'Afrique qui nous mène à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Jérôme Rivière. Je partage votre analyse, puisque moi j'ai quitté, j'ai été viré d'ailleurs de l'UMP à l'époque en 2006, parce que j'ai expliqué qu'il fallait des accords avec le Front National et qu'on ne pouvait pas simplement singer notre discours, mais qu'il fallait être authentique. Mais c'est quelque chose qui est important. On voit bien qu'aujourd'hui les partis des patriotes, les partis populistes, il y a 3 phases. Il y a la première phase où le système nous combat en nous traitant de racistes, en nous traitant de tous les noms d'oiseaux, de fascistes. Voilà, cette phase-là se termine ensuite par une deuxième phase, qui est la phase où vous avez des marionnettes qui viennent, qui prennent notre discours, qui vont essayer de faire croire aux Français qu'on est capable de faire la même chose, et qui à la fin sont des déceptions. C'est ce qui s'est passé notamment avec Nicolas Sarkozy. Et je crois qu'on est passé dans la 3e phase, qui est celle de la conquête du pouvoir. On l'a vu aux États-Unis avec Donald Trump, on l'a vu plus près de chez nous en Hongrie avec Orban, avec Matteo Salvini en Italie. Et je crois sincèrement, et c'est en tout cas ce que je souhaite pour la France en 2022, avec Marine Le Pen. Bien évidemment, c'était une émission passionnante. On a parlé d'actualité nationale, internationale, mais demain, ce sera encore mieux. Vous revenez, vous nous retrouvez de midi à 13h15, comme tous les jours sur Sud Radio. Et si vous avez eu le malheur de ne pas nous entendre tout le long de cette émission, vous nous retrouvez en podcast sur sudradio.fr. Et tout de suite, on va se détendre un petit peu avec Jacques Pessis, qui reçoit Jennifer Ayash, chanteuse du groupe Superbus dans Les Clés d'une Vie. Alors, mais auparavant, je voudrais poser une dernière question à Jérôme Rivière. Est-ce que effectivement aujourd'hui vous pensez qu'aux prochaines élections, alors vous allez me dire oui bien sûr, est-ce que vous pensez les 2022, allez là on va faire un tout petit peu de politique fiction, mais c'est pas trop mal, ce sera comme d'habitude Macron-Le Pen? Écoutez, ce que je pense, c'est qu'en 2022, Marine Le Pen sera au 2e tour de l'élection présidentielle. Elle l'a déjà été. Elle l'a déjà été, elle en a l'intention. Nous travaillons à la constitution d'un programme pour pouvoir présenter une alternative sérieuse, crédible aux Français. Derrière, est-ce que Macron sera sélectionné pour le 2e tour de l'élection présidentielle? Au regard de la politique qu'il mène, on peut même en douter. Eh bien écoutez, qui votera verra, comme je l'ai dit. Et tout de suite, c'est Jacques Pessis qui reçoit Jennifer Ayash, comme je vous l'ai dit, la chanteuse du groupe